Qui l'aurait cru, nous sommes à notre dernière présentation de la journée. Donc, je vous invite pour cette dernière présentation. On va avoir la chance d'écouter Amélie Tremblay-Lebel qui va nous présenter le projet C, accompagnement et accessibilité au traitement. Diplômée de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke en 2016, Amélie quitte le Canada pour la Tanzanie. Elle y fait du bénévolat auprès des femmes PVVIH et est confrontée aux défis englobant du diagnostic VIH. En revenant au pays, une opportunité de travail se présente à l'Arche de l'Estrie, un organisme travaillant auprès des PVVIH en Estrie. Jusqu'à ce jour, Amélie continue de s'impliquer au sein de l'organisme et se retrouve chargée de projet pour la mise en place d'un nouveau service pour les PVVHC, le projet C. Donc, je vous invite à accueillir Amélie. Donc, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vais vous parler aujourd'hui du projet C, qui est un programme d'accompagnement et de soutien pour les personnes qui ont l'hépatite C dans la région de l'Estrie. Je vais vous faire une brève vue d'ensemble de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va faire un survol assez rapide de l'hépatite C et de son traitement. Je vais plus vous parler des rôles qu'un intervenant devrait avoir lorsqu'il travaille avec la population à risque d'hépatite C, qu'il travaille de près ou de loin avec ces personnes-là. Je vais passer plus de temps à vous décrire le territoire de l'Estrie et la prévalence de l'hépatite C sur ce territoire-là, ainsi que les barrières qui sont propres à notre région par rapport à l'accessibilité au traitement et finalement comment que le projet C, c'est une solution sur le long terme pour briser ces barrières-là, mais aussi éliminer l'hépatite C dans notre région. Donc, l'hépatite C, comme je l'ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails médicaux de ce que c'est. J'ai vraiment sorti 4 points qui peuvent venir jouer sur la capacité de la personne qui est à risque de contracter l'hépatite C, de faire les démarches pour prioriser sa santé et sa guérison. Donc, évidemment, un mode de transmission uniquement par le contact de sang à sang, ce qui peut nous amener une population de personnes atteintes d'hépatite C plus majoritairement, en fait, UDI ou ex-UDI, donc avec tout son lot de défis en intervention que cette population-là amène. C'est des personnes qui sont plus marginalisées, donc c'est sûr que la perception qu'ils ont de la santé ou de la survie peuvent être teintées. Donc la prise en charge médicale peut être un peu plus difficile à ce niveau-là, surtout quand on pense que l'hépatite C, c'est généralement asymptomatique, donc des gens qui ne se sentent pas malades et que les effets graves sur le long terme, les effets graves sur le foie peuvent être sur le long terme. Donc, quand on est en instabilité au quotidien ou qu'on est en mode survie, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas une priorité pour eux d'aller vers le traitement. Donc, moi, je vous pose la question, quel devrait être le rôle d'un intervenant qui travaille auprès des personnes atteintes d'hépatite C? Bien, j'ai ciblé 2 rôles qui seraient très importants, celui de repéreur et celui de persuadeur. Repéreur dans le sens où il faut connaître les modes de transmission et les comportements à risque pour être en mesure de cibler et repérer les personnes qui sont à risque. Pour ensuite de ça, prendre le rôle de persuadeur dans certains cas pour amener les gens vers le dépistage, les amener vers le traitement en leur faisant voir puis en leur faisant comprendre les conséquences qu'il peut y avoir sur le long terme. Donc, en parlant de traitement, on a eu des belles avancées pharmaceutiques qui peuvent être un levier vers le processus de guérison. Il y a moins d'effets secondaires, il y a plus de chances de réussite. Mais malgré ça, moi, je ne pense pas qu'il faut le vendre comme une pilule magique. C'est des personnes souvent plus marginalisées, donc dans le terme, ça le dit, des personnes qui sont souvent en marge, qui ont souvent vécu l'exception ou des échecs dans plusieurs aspects de leur vie. Donc, quand on parle d'un médicament qui peut guérir à 95 à 99 % de chances de réussite, bien, eux, ils ne voient pas nécessairement les chances de guérison, ils voient les chances d'échec aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on doit les accompagner, puis leur dire, puis leur montrer qu'on est là pour les accompagner dans toutes ces démarches-là qui ne sont pas seules. Je peux vous donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui était atteint d'hépatite C depuis 20 ans. J'ai commencé mon beau discours, en plus, avec
le fait que maintenant l'universalité du traitement est accordée au Québec. Je lui ai dit que le traitement d'aujourd'hui avait moins d'effets secondaires, qui était moins pire que l'interféron. Il m'a interrompu tout de suite. Il m'a dit, tu viens de le dire, c'est moins d'effets secondaires, c'est moins pire. Mais tu ne me dis pas que c'est une pilule magique. Fait que lui, c'était assez pour le désengager. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur parler là, de l'accompagnement qu'on peut leur offrir. Puis c'est justement ce que j'ai fait. Je lui ai parlé du projet C, de ce que c'était. Je l'ai invité à aller prendre un café. Il n'était pas du tout intéressé. 2 jours plus tard, je reçois un appel, prêt à aller prendre un café et à parler d'hépatite C. On n'est peut-être pas rendu à parler de traitement, mais c'est un bon début, là, je pense, pour aller vers le traitement. Donc, l'Estrie, maintenant, les particularités du territoire et la prévalence de l'hépatite C. C'est un assez grand territoire là, avec une bonne prévalence d'hépatite C. Il y a eu 70 nouveaux cas d'hépatite C de déclarés en 2016. On peut estimer que c'est beaucoup plus que ça, là, considérant que 44 des PVVHC ne connaissent pas leur statut en général. Juste à titre d'information, ça, c'est des données qui sortent de la Direction de la santé publique et un rapport de recherche en 2015 qui s'appelle « Mieux prévenir, dépister et traiter l'hépatite C en Estrie ». Donc, c'était en 2015, donc c'était bien avant que l'hépatite C, que le projet C soit dans la région de l'Estrie. Donc, au niveau des populations plus touchées par l'hépatite C, c'est sûr qu'on a les utilisateurs de drogues injectables et inhalables. En Estrie, il y a un important risque de transmission dû aux pratiques de consommation non sécuritaires. Donc, 32 des UDI auraient partagé leur matériel au cours des 6 derniers mois, ce qui explique pourquoi 65 des utilisateurs de drogues injectables sont atteints d'hépatite C dans la région. Mais malgré ça, il y a quand même 90 d'entre eux qui ont déjà passé un test de dépistage au cours de leur vie, donc qui ont pris la responsabilité un jour ou qui ont été sensibilisés au moins une fois pour aller connaître leur statut. Une autre population assez touchée par l'hépatite C, je vais utiliser le terme « baby boomers », mais ça concerne toutes les personnes d'une tranche d'âge qui auraient pu être mises à risque de contraction d'hépatite C en milieu hospitalier avant 92. Ça fait que c'est plus court de dire « baby boomers ». Je vais y aller avec ça. Donc ça, c'est une population qui est victime des préjugés des professionnels de la santé, qui associe vraiment l'hépatite C à un trouble de consommation. Donc, les médecins de famille ne font pas de dépistage systématique, il n'y a pas de sensibilisation, donc les personnes qui ont pu être atteintes avant 92 ne sont même pas au courant ni conscients qu'ils pourraient être atteints d'hépatite C. Donc, on voit vraiment en Estrie, d'un côté, on a les populations à risque, de l'autre côté, on a le traitement universel, puis on a les soins de santé. Il y a vraiment un trou de services en Estrie avant 2015 qui est dénoté là, par la statistique que 90 des personnes qui connaissent leur statut n'ont pas accès à un traitement en Estrie avant 2015. Ce trou de service-là, il est dû à des barrières. C'est justement ce qu'on va regarder. C'est des barrières qui sont propres à l'Estrie, mais qui peuvent aussi être vues dans d'autres régions. Donc, il y a les barrières géographiques. Je vous présente notre beau territoire. Beau et grand territoire de 214 km par 137 km. Je vous ai mis au centre, encerclé en jaune, la ville de Sherbrooke, où sont les seuls lieux de traitement en Estrie. Donc, nous, on a un lieu de traitement au CHU, donc à l'hôpital pour les gens qui sont un peu plus stables, qui n'ont pas besoin de suivi de toxico là, pour des problèmes de consommation. Et on a aussi un point de service au centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie pour les gens qui ont besoin d'un suivi en toxico. Donc, si on habite à Mégantic, ça c'est dans la MRC du Granit, si on habite là, il faut faire 1h30 de route, voire des fois jusqu'à 2 heures, là, pour venir à son rendez-vous. Je vous rappelle, les personnes marginalisées en situation de précarité, ont peu de moyens, pas nécessairement de voiture, doivent se rendre absolument au point de service à Sherbrooke pour recevoir leur traitement. Il y a des barrières aussi internes à la personne. Donc ça, c'est tout ce qui est dû au manque d'information là, qui va accentuer les craintes ou la méconnaissance. Donc, il vient limiter un peu l'engagement et la mobilisation de la personne pour aller faire le traitement. Il y a des barrières externes à la personne. Donc ça, entre autres, il y a aussi le manque de connaissances hépatite C par les intervenants de milieu qui ne sont pas en mesure de repérer les personnes qui sont à risque d'hépatite C et les référer rapidement vers le corridor de service. Et aussi, à Sherbrooke, on a une particularité et une limite de plus dans les délais au niveau du fibroscan. Donc, nous, on ne détient pas de fibroscan à Sherbrooke et nos médecins traitants veulent absolument passer par les résultats de
test-là pour faire une demande de remboursement de traitement. Donc, on ne l'a pas. Donc, on fait descendre la machine peut-être une fois ou 2 mois, une fois ou 3 mois, on l'emprunte à l'Ontario. Donc, je ramène ma personne qui est à Mégantic, qui n'a pas de voiture. Admettons qu'elle a réussi à trouver une voiture pour son rendez-vous. Je sais pas, moi, tempête de neige, l'ami ne peut pas y aller. Bien, la personne doit attendre un autre 2 à 3 mois là, pour avoir son rendez-vous. Donc, ça, c'est des barrières qui sont vues là, dans les 3 grands axes du corridor de service, autant prévention, dépistage que traitement. Donc, comment mieux prévenir, dépister et traiter l'hépatite C? Eh bien, c'est en mettant de l'avant les facteurs facilitants, puis c'est ce que le projet C fait, entre autres. Les facteurs facilitants, encore dans les 3 grands axes du corridor de service. Donc, les facteurs facilitants internes à la personne, c'est les relations amoureuses, c'est les relations familiales qui vont venir changer la perception ou les perceptions de la personne sur sa santé ou sa survie. Au niveau externe à la personne, ça, c'est plus au niveau des rôles des acteurs en hépatite C. C'est tout le soutien, la sensibilisation, le référencement, l'accompagnement. Aussi, le fait d'avoir des témoignages positifs de personnes qui ont passé à travers le nouveau traitement et qui peuvent témoigner là, de leur vécu. Donc, ça peut sembler simple tout ça, mais il y a un défi qui est nécessaire, mais qui est complexe là, pour réussir à améliorer le corridor de service. Et ça, c'est la mobilisation et la concertation de tous les acteurs en hépatite C de la région là, pour créer un continuum de services simplifié. C'est quelque chose qui est possible, surtout si on met en place un programme qui a pour mandat d'agir comme courroie de transmission entre les services. Et c'est ce que le projet C vient faire là, en offrant une réponse communautaire aux barrières de l'accessibilité au traitement en Estrie. Je vous fais une brève mise en place, là, je vous fais un bref résumé de comment le projet C a été mis en place. Ça découle de l'Arche de l'Estrie, donc un organisme qui travaille avec les personnes qui ont le VIH depuis 2004. On a gagné beaucoup d'expertise de par nos collaborations avec les professionnels de la santé du CIUS de l'Estrie et aussi de notre présence là, sur le comité de concertation nationale hépatite C au CAPAC. En plus de ça, on a eu beaucoup d'interventions avec nos membres qui étaient co-infectés VIH et hépatite C. Donc, il y a eu beaucoup d'observations au niveau des défis, des besoins et des services là, qui étaient différents des membres qui étaient seulement en mono-infection VIH. Donc, pas l'hépatite C, excusez. L'Arche de l'Estrie est vraiment un désir d'offrir un service pour les PVVHC en Estrie. Puis c'est à la suite des conclusions du rapport de recherche que notre chance a un peu souri. Donc, on a créé un plan d'action pour offrir un service similaire à ce que l'Arche offrait pour les personnes qui ont le VIH. Ensuite de ça, on a fait des rencontres en concertation avec le CIDEP de notre région, l'équipe itinérance, le Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie et les médecins traitants eux-mêmes. Donc, c'est à la suite de ces concertations-là que le projet C a été mis en place officiellement en avril 2017. Le projet C a été mis en place malgré la crainte de certains collaborateurs qui croyaient impossible ou difficile l'atteinte de nos aspirations, mais depuis 1 an, le projet C n'a pas encore atteint sa limite, puis on continue à briser les barrières grâce à nos services. Donc ça, c'est nos services qui brisent les barrières de l'accessibilité au traitement. Donc on offre du transport pour toutes les personnes qui doivent aller à leurs rendez-vous médicaux. Donc moi puis une flotte de bénévoles, on couvre l'Estrie au complet. On les amène à leur rendez-vous. À date, c'est jamais arrivé que j'ai dû dire à quelqu'un « Non, je ne peux pas t'offrir le transport, faute de personnel, faute de bénévoles. » C'est pas arrivé encore. Puis même si on habite à Sherbrooke, le transport, ça joue beaucoup sur la diminution de l'absentéisme aux rendez-vous médicaux. Le nombre de fois que j'ai réveillé quelqu'un en allant cogner à sa porte, en tout cas, il est allé à son rendez-vous. On offre aussi du soutien, évidemment, donc tout ce qui est l'écoute, l'accompagnement, mais je peux aussi offrir des moments pour des personnes qui sont en pré-traitement, qui sont un peu plus anxieux. Je peux leur offrir un moment pour rencontrer quelqu'un qui a guéri de l'hépatite C, donc ils peuvent discuter avec quelqu'un qui a un vécu similaire à lui. Au niveau de la réduction des méfaits, c'est sûr qu'on fait de l'éducation sur les comportements à risque. On fait aussi de la distribution de matériel stérile, autant au niveau de matériel de consommation. Donc, c'est sûr qu'on donne pipe à crack, kit d'injection, kit d'inhalation, mais je donne aussi brosse à dents et rasoir là, à tous mes participants que j'en compte. On fait aussi de l'aide à la recherche de logement et au maintien de logement et de l'aide alimentaire. Donc là, on vient vraiment agir sur des besoins de base dans un premier temps.
on vient travailler sur ce qui est prioritaire pour ces personnes-là pour qu'ensuite de ça, il y ait toute l'énergie puis tout le focus pour aller vers le traitement par après. Évidemment, bien, ça amène aussi une amélioration des saines habitudes de vie, là, ce qui va venir réduire les risques de réinfection là, après le traitement. Donc, le projet C, qui est vraiment un pont entre la population qui est à risque et le traitement. Je n'ai pas de chiffres là, sur l'impact du projet C en Estrie. En ce moment, il y a la DSP qui est en train de faire un rapport de recherche, donc on va avoir des chiffres à venir. Mais aujourd'hui, je pourrais juste vous parler là, des résultats que j'ai eus, moi, avec mes participants et en intervention. Donc, les participants du projet C, je vous rappelle, depuis avril 2017, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait eu 70 nouveaux cas déclarés en Estrie en 2016. Eh bien, nous, on est rendu avec 59 participants. Ça, c'est quand j'ai fait la diapositive. Je suis rendue à 62 là, au moment que je vous parle. Donc, 62 personnes que je suis dans les phases de pré-traitement, traitement et post-traitement. Donc, c'est principalement des personnes qui sont en mono-infection avec un profil UDI ou ancien UDI. Et ce sont principalement des hommes de 50 ans et plus. Donc, voici mes participants. J'ai en ce moment, depuis 1 an, 15 guérisons avec aucun échec au traitement jusqu'à ce jour. J'ai eu une personne qui est en traitement en ce moment. J'en ai 41 qui sont dans la phase de pré-traitement, mais j'en ai 15 qui viennent tout juste là, la semaine passée de faire leur test de fibroscan, donc vont aller vers le traitement sous peu. Donc, ça veut dire que j'ai à peu près une vingtaine de personnes qui sont pas prêts à commencer le traitement, mais je les aide là, dans leurs autres besoins de base jusqu'à temps qu'ils soient prêts. Ça représente 4 645 km de transport puis 500 heures d'intervention pour la seule intervenante du projet C. Donc, je suis assez fière du projet C depuis 1 an, ce qu'on a fait. Mais le projet C, c'est pas que pour les personnes qui ont l'hépatite C, c'est aussi pour les intervenants de milieu puis les professionnels de la santé. Donc, on leur offre de la formation là, pour démystifier l'hépatite C puis leur parler des services hépatite C en Estrie. Cette offre de formation-là, bien, on l'a fait dans 25 milieux dans la dernière année, entre autres les établissements de détention provinciales, ressources en santé mentale et dans les GMF directement là, avec les médecins traitants. Donc, dans les 3 grands axes, le travail du projet C en partenariat avec ses collaborateurs. Eh bien, au niveau de la prévention, c'est sûr que nous, c'est plus au niveau des formations, de la sensibilisation dans les milieux communautaires. C'est d'outiller les intervenants à repérer les personnes qui sont à risque d'hépatite C, puis de les amener ensuite vers le corridor de service. Au niveau du dépistage, notre plus gros partenariat ici, c'est avec les médecins traitants. Donc, on se promène dans les cliniques de GMF et on les sensibilise là, au dépistage auprès de la population baby boomers pour pas qu'ils soient oubliés non plus, puis qu'on puisse ensuite de ça les référer là, aussi vers le traitement. Oh, j'ai oublié un partenaire important aussi, le CIDEP. Donc, les infirmières qui font des tests de dépistage directement dans les milieux communautaires. Dans le fond, on se fait des rencontres là, pour vraiment offrir une complémentarité là, entre nos services. Moi, je vais aller présenter le projet C peut-être 1 semaine avant qu'ils fassent leur test de dépistage. On fait un peu peur aux gens. Puis après ça, je leur dis, dans 1 semaine, l'infirmière va pouvoir passer faire un test de dépistage. Donc, ça ouvre encore plus de portes. Il y a plus de gens qui se font dépister grâce à ça. Au niveau du traitement, ça, c'est pas mal le cœur du projet C. Donc, beaucoup de partenariats directement avec les acteurs qui sont dans les milieux de traitement. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est avec les médecins traitants directement. Moi, j'ai leur numéro de cellulaire personnel. Fait que ça m'est déjà arrivé à un moment donné. J'avais 3 personnes qui étaient à Mégantic. Ils avaient tous leur rendez-vous dans la même semaine, mais à des jours différents. Moi, Mégantic, ça me prend 6 heures. Aller là-bas, faire 4 fois l'aller-retour. J'ai appelé le médecin, j'ai expliqué que c'était 3 de mes participants. Est-ce que vous pouvez les mettre ensemble la même journée? Je vais faire du covoiturage. Fait que on fait beaucoup de miracles là, avec peu de moyens grâce à nos partenariats. Donc, les étapes, en résumé, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'on travaille au niveau du pré-traitement, du traitement et du post-traitement. Au pré-traitement, c'est toute la collaboration avec les partenaires qui travaillent avec la population à risque, de près ou de loin. En intervention, c'est d'évaluer les besoins de la personne, travailler avec la personne qui a l'hépatite C sur ce qui l'empêche de prioriser sa santé d'abord. Ensuite, au niveau du traitement, c'est de collaborer avec les milieux de traitement.
Puis au niveau de l'intervention, c'est de la gestion de transport, de la préparation, rencontrer le médecin et le maintien des saines habitudes de vie qui auront été acquis dans la phase de pré-traitement. Puis tout ça, ça vient favoriser aussi l'adhérence au traitement. Au niveau du post-traitement, c'est de diminuer les comportements dommageables, de faire des références vers les ressources après, parce que ces gens-là, ils ont d'autres besoins. Même si on a guéri de l'hépatite C, il y a d'autres problématiques. Donc, j'assure aussi un continuum de service après le suivi pour pas qu'ils tombent entre deux services, puis que là, dans le fond, qu'il y ait des risques de réinfection par après. Il y a des défis et des enjeux qui restent, même si le projet C a fait beaucoup de choses en 1 an. Évidemment, les barrières géographiques là, qui sont assez importants comme enjeu. En plus de ça, l'Estrie vient de s'agrandir. Donc, on a maintenant la région de Granby et de la Pommeraye. On n'a malheureusement pas le financement pour aller desservir ces gens-là, mais on souhaite y aller. Parlant de financement, notre financement il est non récurrent. Donc, on vient d'être financé pour une 2e année, pour 1 an. On ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. Notre but, c'est de montrer qu'on est une priorité puis qu'on est vraiment la solution là, pour éliminer l'hépatite C dans notre région pour qu'on puisse avoir finalement du financement récurrent. Mais malgré ces enjeux-là, le projet C se projette dans l'avenir malgré tout. Donc, il y a des développements à venir en Estrie pour le projet C. Les tests de dépistage rapide, donc on vient de faire la formation. On veut juste, dans le fond, faire des balises là, pour être capable de le mettre en place dans notre région. On veut finir par desservir là, les secteurs de Granby et la Pommeraye. Puis on veut aussi aller maintenant faire des présentations directement aux jeunes futurs professionnels de la santé sur les bancs d'école, donc travail social, psychoéducation, en médecine, puis en soins infirmiers. Donc, on veut aller leur dire tout de suite ce que c'est que l'hépatite C puis comment ça fonctionne, le référencement, parce que de ce qu'on voit en ce moment, les gens qui sont déjà sur le marché du travail, c'est pas vraiment évident pour eux là, de comprendre comment ça fonctionne sur notre territoire. Donc, le projet C, moi, je pense que c'est possible d'implanter d'autres programmes similaires ailleurs qu'en Estrie. Je peux vous donner une espèce de recette un peu toute faite, là, mais qui va s'adapter selon votre région. Donc, c'est important d'aller évaluer les lacunes qu'il y a dans votre région, de faire un plan d'action et d'offrir, dans le fond, une courroie de transmission là, et de faire le moins possible de dédoublement de services. Le but, c'est de simplifier un corridor d'accessibilité au traitement. Donc, quand on dédouble des services, ça peut complexifier la chose. De rassembler tous les acteurs qui sont dans les 3 grands axes du corridor de services et de vous concerter autant sur vos aspirations d'innover que sur vos craintes. C'est super important. Comme ça, vous ne travaillerez pas en silo puis il n'y aura pas non plus de tension là, entre les acteurs. Si vous n'oubliez jamais le but ni pour qui vous faites ça, je suis sûre que vous allez arriver à faire un service un peu comme celui du projet C. Puis, si jamais il y a des partenaires qui sont réticents, foncez quand même. C'est ce qu'on a fait, nous montrez-leur. Et la crédibilité puis l'ouverture va venir avec le temps. Le projet C, je vous le rappelle, a été démarré au départ sans financement, 0 financement, et à temps partiel. Puis, tranquillement, pas vite, on a gagné en crédibilité, puis les gens ont commencé à nous donner de l'argent. Mais c'est encore pas assez. Donc, je pense que si ça a été possible de faire ça en Estrie, c'est possible aussi de le faire ailleurs qu'en Estrie. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est marqué 15 minutes, mais ça va être 5 minutes. C'est bon? Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Amélie? Oui? Est-ce qu'à la prison de Sherbrooke, ils ont accès à ce traitement-là encore? Non, nous, c'est aux prisons provinciales qu'on va, puis non, il n'y a pas encore... C'est dommage, parce que souvent, c'est là qu'on a une stabilité. On est là pour un bout, puis... on est là pour un bout, puis c'est ça, tu sais, c'est là que tu es stable, tu sais, tu peux aller à tes rendez-vous, que tu peux faire tes choses avec le nouveau traitement. En plus, c'est 3 mois, 6 mois. Fait que je trouve ça déplorable. Puis les condoms, est-ce qu'ils sont faciles à avoir aussi, ou plus à Bordeaux, on s'y vend, tu sais. Mais c'est ça, parce que les tatous, tout ça, on n'en parle pas de cette qualité-là. Je n'entends peu parler. Parce que c'est des personnes qui sont vraiment à gros risque à l'intérieur, là. On s'injecte à l'intérieur, tu sais, il y a de la sexualité. Tu dois être tant de condoms par semaine à la cantine, puis il faut que tu les payes. Tu sais,
Ça, dans le temps, à Bordeaux, on avait le CLSC Ontic, mais c'était un combat d'y aller, là, tu sais, puis on vendait les condoms. Après, c'est fou, là. Ben nous, c'est gratuit, les condoms. C'est avec le CLSC directement. Donc, nous, on fait beaucoup de sensibilisation avec les intervenants qui se déplacent déjà pour faire de la prévention sexuelle. On parle du projet C puis de l'Arche de l'Estrie. Et je leur donne mon numéro de téléphone. On prend les frais virés, ce qui fait que je peux faire l'intervention avec les détenus, même s'ils sont à l'intérieur et qui n'ont pas accès au traitement. C'est sûr qu'on aimerait ça qu'éventuellement, il y ait le traitement en milieu de détention, mais on n'est pas encore rendu là. Mais je pense qu'on l'a dans la tête, ça. Là. Je veux rien avancer, là, mais on aimerait ça créer des partenariats pour que ce soit possible, mais ce ne sera pas tout de suite. Merci. Ça ressemble à une fin de cours à l'université. D'autres questions? Going once? Going twice? Merci beaucoup, Amélie. Merci. Je pense sérieusement qu'il y a quelque chose de spécial dans l'eau, en Estrie, là, parce que c'est ce qui torche. Là. Fait qu'on est à la fin de ce symposium. Je veux juste prendre le temps de dire un mot final. Je voudrais, vous rappeler, s'il vous plaît, l'évaluation, j'en ai parlé ce matin. Je rappelle l'importance de l'évaluation pour les personnes qui ont présenté. C'est important d'avoir du feedback. Pour l'organisation, c'est important de savoir s'ils ont bien fait ça. Et pour les bailleurs de fonds, c'est important parce qu'ils sont capables de voir l'importance et la légitimité d'un symposium comme on vient d'avoir aujourd'hui. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à aller sur le lien qu'il y a là. Remplissez votre évaluation. Et il paraît que c'était quoi, 80 sur combien? Ça ressemblait à... En tout cas, il y avait peut-être 50 de gens qui remplissaient le sondage. I dare you de montrer ça à 90. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, il y a des bénévoles qui ont permis cette journée-là qu'on puisse la faire, qu'elle se déroule bien. J'aimerais qu'on remercie les bénévoles, en particulier Patricia, Denis, Guillaume, James et Océane. Donc, pour les bénévoles. Je vais prendre le temps de remercier les gens qui ont partagé avec nous en venant présenter, de partager vos connaissances, de partager vos expériences, de partager vos pratiques. Je suis sûr qu'on repart avec beaucoup d'informations qui vont nous nourrir et qui vont nous aider. Comme groupe, j'aimerais vous remercier pour votre temps, pour votre écoute, puis pour le partage que vous allez faire de cette information-là après dans vos propres milieux. Donc, merci à tout le monde. Il est 3 heures, on ferme.